Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, l'émission de la science-fiction japonaise et du tokusatsu. J'espère que tu vas bien, Fabien. Est-ce que tu es bien remis de ce Paris Manga? Ah, ça on s'en remet pas. Il faut se forcer à s'y remettre, j'ai envie de dire. Enfin, d'abord, j'espère que, encore une fois, vous avez pu avoir accès aux acteurs et venir les voir et que vous avez passé un bon moment. Merci pour vos retours aussi, hein, pour ceux qui sont... je suis assez touché que les gens soient venus et ont bien réagi à ces 4 personnes. C'était vraiment on chouette, est super content d'avoir pu contribuer à faire venir ces acteurs en France, hein, parce que il y en a qui pensent que nous n'avons rien fait. C'est quand même nous qui avons sollicité le Paris Manga. Non, mais il faut le dire. On le dit, mais voilà. Bon, on n'est pas là pour rendre nos comptes. Voilà. Voilà. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler, Jordan? Donc, vient de sortir au mois de mars, donc le 3 mars dernier, donc Kikaider Reboot en DVD. Donc c'était un peu le prétexte pour faire une émission sur Kikaider. On n'en avait pas encore fait, donc voilà. Un très bon prétexte. On va pouvoir en parler, surtout que le film est très intéressant. Donc pourquoi se priver? Oui, donc dans le focus, on va revenir sur ce film et on va un peu faire l'histoire de Kikaider, même si on parlera beaucoup plus du film que de la franchise en elle-même. Dans la Tokukave, on inversera les rôles puisqu'on parlera de Akaider, donc dans le film de Keta Amemiya, donc Dieu sur Terre, de Keta Amemiya. Et dans le Dikotoku, on parlera un peu d'un interprète de générique de Toku, hein, peut-être un interprète qu'on a un peu oublié, mais qu'il est important quand même de mentionner. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de musicien. C'est vrai. Donc voilà, on va lancer l'émission, mais avant de lancer le focus, on va quand même parler d'une autre sortie, puisqu'au mois de mars, il y a eu, outre Kikaider, il y a eu donc Godzilla, qui vient de sortir en Blu-ray. Hein, il était temps, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Donc le premier Godzilla donc de 1954 est enfin sorti chez nous. Hein, enfin, pas trop tôt. 18 ans après la sortie VHS, le film revient en France donc dans son montage japonais sous-titré français, dans un combo Blu-ray et DVD. Donc pas trop de bonus malheureusement, pour pas dire aucun. Le seul vrai bonus, c'est en fait ce livret qui est en fait une réédition de la. C'est un livret exclusif qui est en fait un copier-coller d'un magazine HK, donc c'est exclusif. Voilà, donc, voilà, pour nous on l'a, mais pour ceux qui n'ont pas pu avoir le magazine. Ouais, mais bon, c'est un peu dommage de dire que c'est exclusif alors que c'est que de la repompe. Mais mais le principal, c'est que donc on a le film donc original de 54 dans une excellente copie, très très belle copie. Et surtout, en bonus, là, c'est pas négligeable, on a le deuxième film, donc le retour de Godzilla, qui est, je pense, dans la plus belle copie que moi j'ai jamais vue. Donc c'est surtout pour ça que ça vaut le coup, le fait d'avoir les deux films. De toute façon, ils n'auraient jamais pu vendre le retour de Godzilla tout seul. Donc c'est très bien d'avoir... À tort, parce que c'est un très bon film. Enfin, moi, je trouve que c'est un très bon film, mais c'est intelligent. C'est intelligent de sortir parce qu'on sait très bien que les gens ne l'auraient jamais acheté. Voilà. Moi, le seul défaut que j'ai envie de dire, c'est... Enfin, je vais encore me répéter, mais pourquoi avoir mis cette VF? Enfin, pourquoi avoir remonté cette VF sur un film qui ne correspond pas? Je veux dire... Je vais me faire l'avocat du diable, mais dans ce cas-là, autant prendre la VF des épisodes de Power Rangers et les remonter sur des épisodes de Sentai. Je suis désolé, moi ça me gêne de voir une VF sur un montage qui ne correspond pas. Moi je fais partie de ceux qui... Moi, je suis désolé, c'est pour moi le point noir de cette édition, quoi. Moi, je fais partie de ceux qui ne regarderont jamais ces films en VF. Sauf que le problème, c'est que ceux qui regarderont le film en VO, ils auront déjà acheté les DVD US. C'est ça. Ou le Blu-ray de Criterion. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est déjà très bien d'avoir un très beau produit comme ça. Moi, je m'en fous, je regarderai jamais ces films en VF jusqu'au jour où je saurais plus lire, malheureusement. Mais bon, jusqu'à présent, je suis très content que le film
soit de retour en France. Au moins, le film est de retour et moi j'espère qu'ils vont sortir les autres films de leur catalogue. Voilà. C'est cool parce que comme ça, maintenant, il y a une excuse pour faire venir les acteurs en France. C'est ça, c'est surtout ça. Voilà. Donc maintenant, on repart un peu sur du toku et des super-héros et des androïdes puisqu'on lance le focus. Nous sommes en 1972 et Kamen Rider est diffusé depuis un petit moment et c'est un gros carton. Donc le producteur de la Toru, Hirayama, est en train de fomenter comme ça de nouvelles idées avec Shotaro Ishinomori pour créer un nouveau super-héros. Et Ishinomori arrive avec un tout nouveau concept, cette fois le concept de l'androïde. Donc avec ce fameux Kikaider. Donc, tout comme Kamen Rider, Kikaider, c'est une espèce d'opération cross-média avant l'heure, puisqu'on lance le manga et la série en même temps. Tout à fait. Et c'est encore une nouvelle petite révolution à l'époque. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Ishinomori faisait surtout des personnages de cyborgs. Donc, encore une fois, c'était les humains augmentés auxquels on greffe des parties robotiques. Donc, en général, ils se posaient des questions sur qu'est-ce qui reste de leur humanité. Et Kikaider, c'est l'inverse. Donc en fait, c'est un scientifique qui s'appelle le docteur Komiyuji qui veut créer une sorte de machine parfaite, un robot capable d'exprimer ses émotions et en même temps d'avoir des espèces de sentiments de protection. Komiyuji est tué par l'organisation Dark, avec à sa tête le méchant, le vil docteur Gill. Donc Kikaider, donc Jiro, qui est un robot capable de prendre forme humaine, moitié bleu, moitié rouge, doit protéger les enfants de Komiyuji qui sont menacés donc par cette organisation Dark. Voilà, c'est un petit peu l'inverse de Kamen Rider parce que justement, Jiro, c'est un personnage qui est tout aussi existentiel que Kamen Rider, sauf que lui, il veut être de plus en plus humain. Alors que les Kamen Rider, c'est qu'est-ce qui reste de l'humanité. En général, Jiro, lui, c'est comment je peux faire pour tendre vers l'humain, mais tout en étant capable d'accomplir ma mission. Voilà. Alors pourquoi aussi est-ce qu'il est moitié bleu et moitié rouge? C'est parce qu'il n'est pas fini, il est imparfait, il a du mal à contrôler ses émotions et en général, dans le manga et dans la série, c'est le Dr. Gill qui a une espèce de canne flûte qui brouille ses émotions et son cerveau. Voilà. Ça, c'est le pitch en général de Kikaider. Gros carton. Gros carton à l'époque, Kikaider, parce que, encore une fois, le concept plaît aux Japonais, parce que bon, c'est quand même un petit peu l'ancêtre d'Astro Boy, parce qu'on est vraiment dans cette thématique du robot, du gentil robot artificiel. Et puis, la thématique parle parce que c'est un petit peu le descendant de Pinocchio aussi. C'est exactement le même sujet. Et presque 10 ans avant Blade Runner, on a déjà un androïde qui se pose la question de son identité et de sa légitimité dans le monde, le tout avec ce qu'il faut d'action, d'aventure, d'effets spéciaux et un petit peu de violence aussi, parce que c'est un petit peu violent cette série, comme Kamen Rider. Et donc en fait, ça a tellement marché que le personnage s'est aussi un peu exporté, à Hawaï notamment, puisque bon, les personnes de Hawaï sont un petit peu entre le Japon et les États-Unis, donc ils se sont retrouvés avec cette identité double du personnage, mais aussi, autre facteur important et non des moindres, l'acteur principal, Monsieur Daisuke Ban, qui est devenu littéralement l'image de Kikaider aux yeux du monde, et il représente même toujours aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, il est Kikaider pour les gens au Japon et à Hawaï. Une série qu'on n'a pas eue en France, c'est bien dommage. Ça a tellement marché qu'ils ont fait une suite, comme ça se faisait à l'époque, donc Kikaider 01, Kikaider 01, où c'est un autre personnage, c'est un deuxième Kikaider qui est créé pour l'occasion, qui est un petit peu plus beau en termes de design, de finition. Et dans cette deuxième série, il va affronter le fameux Akaider, qui est un peu la grande némésis, qui nous est présenté bien sûr dans la série originale, mais qui devient vraiment le gros boss de la deuxième série. Alors, voilà. C'est marrant que tu parles de Hawaï, puisque c'est quand même un des rares pays, à part le Japon, à avoir eu une édition DVD quand même de Kikaider et de Kikaider 01, donc apparemment dans des masters impeccables, bourrés de bonus. Et ils ont eu également d'autres séries, ils ont eu Inazuman et Kamen Rider V3. Oui, et pour dire, Monsieur Ban
et même allé plusieurs fois dans des conventions Kikaider, qui s'appelle Génération Kikaider. Il est allé à Hawaï et à chaque fois il est reçu en grande pompe, héros national, notre héros Kikaider et tout, un petit peu à ce que nous on a avec Bioman, ou même je pense que c'est encore plus fort pour eux à Kaider. Donc voilà, il y a eu beaucoup de variations. Donc il y a eu le film de MMIA dans les années 90. Avant ça, il y avait eu la série Metalder qui était un hommage en fait, qui n'est pas une création d'Ishinomori, mais qui était un hommage à Kikaider, voilà, en gardant l'idée du robot qui se questionne sur son humanité, et puis il est rouge et bleu, voilà, comme Kikaider. Et aussi, il y a eu une série animée qui est sortie chez nous, Humanoid Kikaider, qui est une adaptation du manga. Il y a même eu une suite, il y a eu Kikaider 01, qui pour le coup n'est pas... Avec Inazuman aussi. Inazuman, il y a eu toute une série où ils ont refait ces séries-là. Et donc, 2014, Jordan. Donc 2014, on a un nouveau film, Kikaider Reboot, mais avant que le film ne sorte, le personnage est apparu dans Kamen Rider Gaim, dans l'épisode 30. Alors, un épisode qui ne sert absolument à rien, il faut quand même le dire, vis-à-vis du film, hein, j'entends, puisque c'est extrêmement mal écrit et que la personne qui a écrit ça n'a certainement pas vu le film, ou alors ça a été écrit avant que le film soit tourné, je sais pas. Parce qu'il y a des choses... c'est en parallèle, c'est fait en parallèle, c'est jamais... À moins que ça se passe dans un univers parallèle, qui serait justifié. C'est en parallèle, ça n'a jamais eu pour but d'être raccordé au film, c'est toujours, tu sais, c'est comme le film Gaman. Oui, mais c'est dommage, parce que tu retrouves tous les personnages et tout, et ils ont essayé de mélanger un peu tout ça, même si, enfin voilà, je veux dire, c'était censé promouvoir le film, voilà. Et le problème, c'est que ça... C'est pas utile d'amener un personnage juste à des fins promotionnelles, juste à voilà. C'est juste un petit kiff. Quoi qu'il en soit, le film se suffit à lui-même.ジローに組み込んだ良心回路に未来を託すんです。機械の暴走は機械の手で止める。人間を守るのが機械の使命だ。いずれ君が何かを守るために何かを捨てなければならない時が来るだろう。もうやめて！どうせプログラムされてることなんでしょ？ダークプロジェクトの幕開けだ。Donc le film en fait il est réalisé par Tenchi Moyama, qui pour le coup est un réal de cinéma, qui est connu surtout chez nous pour avoir fait Shinobi, qui est un film qui est sorti au milieu des années 2000, je crois vers 2005-2006. Et du coup, il a été choisi pour faire cette adaptation. Donc ils ne sont pas allés choisir un réalisateur, on va dire, du cru, un réalisateur qui réalise des séries de télétoku. Ils sont allés chercher un mec qui a quand même un certain profil et qui a eu une renommée, on va dire, plus ou moins internationale, pour faire cette nouvelle... Tu sais, moi, quand j'ai pensé à Kikaider, j'ai un peu pensé à ce qu'avait fait Lato pour Final Wars. Où en fait, dans leur approche, c'était de prendre un mec qui n'avait justement jamais fait ça, pour essayer vraiment d'apporter du sang neuf et de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui avait été fait avant. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Le mec qui avait fait Kamen Rider The First, c'était aussi un mec de l'extérieur. Mais bon, si c'est la base, tu n'as pas un bon script. Non mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est comme Kitamura ou d'autres mecs. On va chercher un mec avec un profil pour... et je pense, enfin je ne vais pas m'avancer, mais je pense que le mec faisait partie de la génération qui a vu Kikaider étant enfant. Donc à mon avis, ça devait être quelque chose de très sensible pour lui. Je pense qu'il voulait vraiment faire le meilleur film possible. 日本の未来はロボットが救います。そのためにアークプロジェクトをやはり初めから軍事利用が目的だったのか。ならば私にも考えが。研究中に事故死したのにニュースにもならず計画は続行って。Kikaider, c'est une œuvre patrimoniale. Puisque, comme tu le sais, ce n'est pas que la Toei qui a financé le film. Il y a Kadokawa aussi. Et vu que Kadokawa, c'est un des plus gros groupes privés japonais, ils peuvent se permettre d'apporter du fric. Et aujourd'hui, enfin pas qu'aujourd'hui, ça a toujours été le cas, quand tu adaptes Ishinomori,
tu es obligé de mettre un minimum de qualité parce que c'est un de leurs grands auteurs. C'est comme si tu adaptais Tezuka. Là, pour moi, dans leur logique esthétique, c'est pareil que Kamen Rider The First. Mais avec un bien meilleur résultat. C'est clair. Voilà. Non, mais pour moi, ils se disent, voilà, on a une œuvre à respecter. En tout cas, ça se voit à l'image. On ne peut pas foirer Kick Rider. Ça se voit. Et franchement, c'est dommage que le film ne soit pas sorti au cinéma en dehors du Japon, parce que franchement, je regrette vraiment de l'avoir vu en DVD, quoi. Ah, ça, en moi, salle, j'aurais bien voulu le voir en salle. On a un film qui est quand même très travaillé, avec une belle photo, un montage correct, un film voilà, qui se tient, une image qui se tient. Un petit peu de lens flare par moment, on sent qu'il a vu tous les films de J.J. Abrams avant de faire son film, le gars. J'étais très surpris par la qualité des effets spéciaux. À mon avis, ça vient de l'argent de Kadokawa, parce qu'il y a une scène à un moment donné dans le film où il se bat contre une espèce de gros mecha, et c'est une scène qui est quand même très bien foutue. Et qui est longue. Qui est longue, c'est un long combat, aussi, qui est beaucoup mieux foutu que la plupart des effets spéciaux qu'on voit, enfin des effets visuels qu'on voit dans le cinéma japonais. Et moi, j'ai jamais vu ça en fait. Moi, je suis des effets spéciaux comme ça au Japon, j'en ai rarement vu. Parce que, encore une fois, c'est Kick Rider, les mecs ne veulent pas se planter. Il y a des très bons choix en termes de design. Le design du Kick Rider qu'ils ont modifié, qu'ils ont modernisé, mais sans pour autant altérer. Et ce design est splendide. Je le trouve vraiment très beau. Sur le Hack Rider, parce qu'il y a Hack Rider aussi dans le film, hein, c'est pas un spoiler, hein, vous l'avez vu un peu de partout, qui est pareil, est un compromis entre l'aspect classique, mais ils n'essaient pas non plus de trop le changer et ils ne veulent pas qu'il ressemble au design du film de Amemiya. Après, peut-être que aussi c'est qu'ils n'avaient pas envie de faire de l'ombre à Kick Rider. Oui, je pense. Je pense aussi. Et je pense qu'ils n'avaient pas non plus envie de le rendre beaucoup trop impressionnant, même si on voit ça sert. Mais non, enfin, on retrouve le personnage. J'ai aimé le fait que ce soit un film qui dépasse le tokusatsu pour aborder des vrais problèmes de science-fiction. On parle vraiment de la robotique telle qu'elle est aujourd'hui. On nous présente un peu le futur du Japon. On voit les petits robots qu'on a aujourd'hui, comme les robots Nao, les petits robots blancs là, qui marchent. Et moi, ça m'a vraiment touché parce que je raconte ma vie, pour avoir visité le labo où ils fabriquent Nao, on est vraiment touché par ces petits robots parce qu'ils sont vraiment neutres et ils font naître des émotions. Et l'acteur qui joue Jiro, qui joue Kick Rider, il est très bien parce que il essaie de garder une certaine neutralité dans son jeu, mais on sent qu'il essaie d'essayer de faire surgir des émotions sans devoir pousser le jeu, sans être, entre guillemets, expressif. Et ils essaient aussi de mettre une justification à la guitare, parce que Kick Rider fait de la guitare. Donc là, on va le faire de la guitare, et on se dit, pas mal d'avoir quand même casé la guitare. Alors, même si c'était pas facile. Même si c'était pas facile. C'était pas facile. Je suis ravi qu'ils aient gardé tous les persos. Celui qu'ils ont le plus changé quand même, c'est le Dr. Gill. Puisque normalement il y a quand même une certaine évolution dans le personnage, je ne peux pas trop rentrer dans le spoiler. Là on va dire que la transition elle est un petit peu brutale. En même temps c'était un film de 2 heures. Mais c'était un film de 2 heures, donc je trouve qu'ils ont bien amené le concept de Dark, de l'organisation Dark. Ils ont essayé encore une fois de moderniser le truc, sans pour autant tomber dans le dark and gritty, le truc plombant. Je pense qu'ils ont voulu rester dans une thématique de SF tout le long du film. C'est un film qui a quand même quelques défauts, je trouve, assez notables. Il y a quelques personnages secondaires, notamment le personnage du journaliste, et il y a un vieil inventeur aussi qui ne sont pas forcément... mais ça, c'est un peu le défaut de beaucoup d'adaptations. On se sent obligé de mettre plein de personnages secondaires pour blinder le récit ou pour faire avancer le récit. Voilà, c'est pas forcément obligé. Ce problème de transition entre le Dr. Gill et ce qu'il devient après dans le film, vous voyez de quoi je parle, c'est un petit peu abrupt pour moi, c'est un manque de transition, c'est un manque de cohérence, il n'y a pas vraiment de justification. Parfois même, vu que c'est un film de 2 heures, ça perd son temps sur des éléments qui ne sont pas forcément utiles. Pas au niveau de Kamen Rider The First, heureusement. On ne développe pas des personnages inutiles, heureusement. Mais non, c'est des petits défauts que je trouve un petit peu dommage par moment. Le fait que Jiro, quand même, à un moment donné, dans le deuxième tiers du film, est assez passif, ce qui se fait quand même matraquer 2 ou 3 fois dans le film. Il y a ce personnage aussi de robot féminin, qui est un bon personnage en soi, mais qui n'est pas, à mon avis, exploité jusqu'au bout. Je pense qu'il y avait un arc à créer avec ce personnage parce que c'est elle l'alter ego de Jiro et je pense qu'ils ne sont pas allés au bout de l'idée.
C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'ils sont... Enfin, c'est mon avis. Mais vu que ce film est assez ouvert en termes d'univers, s'ils font une suite, peut-être que ce personnage-là sera développé. Alors, justement, c'est assez drôle, puisque la fin est assez surprenante. Ouais, quand on l'a vu, on est quand même resté bouche bée parce que... Les scénaristes, ils ont pris leurs balls et ils ont mis leurs balls sur la table. C'est pour ça que je dis que c'est pas un film de Toku, quoi. Non, ça... Ils font une fin que jamais on pourrait voir dans une production Toei. C'est pas une fin consensuelle, en tout cas. Et c'est ça. C'est une fin qu'on aurait pu voir dans les années 70. Oui. Mais pas actuellement. Voilà. Et justement, est-ce qu'on peut en parler de ce qui est après le générique ? D'ailleurs, sans rentrer dans le spoiler. Disons que, encore une fois, sans pour autant spoiler, parce qu'on ne va pas non plus le faire, cette optique effectivement de paranoïa autour des multinationales peut se développer. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y a quelque chose après le générique qui laisse supposer que Kikaider n'était que le début. Voilà. Cette histoire-là n'était que le début de quelque chose de plus large, en fait. Voilà. Ce qui est intéressant. En termes d'univers, c'est intéressant. Après, je ne sais pas si le film a suffisamment marché pour que cet univers se développe. Je ne veux surtout pas qu'il développe l'univers en y amenant d'autres personnages d'Ishinomori. Je voudrais bien qu'on reste concentré sur Kikaider. Je ne veux pas qu'on me fasse un Avengers avec les personnages d'Ishinomori. Je suis content que le film sorte. Vraiment, je suis content que le film sorte parce que je pense que le grand public a besoin qu'on introduise ce personnage. Et peut-être, si grâce à ce film-là, on pourrait avoir, par exemple, peut-être pas la série, mais au moins le manga papier de Kikaider, le manga original. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils mettent d'après le manga culte sur l'affiche, sur la jaquette, parce que on n'a jamais eu le manga chez nous. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, le film est très chouette. Franchement, un bon film, pas un chef-d'œuvre, parce qu'il y a quand même, encore une fois, des défauts, mais un truc digne, digne du personnage. Enfin, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi vous achèteriez pas le DVD. Il n'y a pas de bonus dans le DVD. Dommage. Franchement, voyez-le, quoi. Moi, pour moi, il y a des défauts, mais c'est vraiment très, très digne. Très, très, très bon film. Moi, je m'attendais vraiment à pas aimer. J'étais super sceptique après la débâcle des Kamen Rider en reboot. Et après les Uchuke, enfin, le Gavan. Ouais, mais là, c'est vraiment Ishinomori. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont respecter le truc ? Et encore une fois, même si c'est pas parfait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été cutées pour que ça fasse un film d'1h50. Non, moi, voyez le film. Franchement, voyez-le. Voilà. Donc, on a la chance que c'est soit sorti en France. Donc, c'est sorti chez Filmedia donc, depuis le 3 mars. Franchement, bon, il n'y a pas de bonus. Il y a le film. Version française, donc doublage qui a été fait pour l'occasion, et VO, sous-titré. Donc, franchement... c'est abordable, c'est accessible, et même si vous n'êtes pas fan de Toku, vous pourrez apprécier le film parce que c'est... Franchement, très sympa. C'est pas dégueu, quoi. Non. Franchement, c'est vraiment pas mal. Très sympa. Voilà. Donc... On remonte un peu le temps, là. On continue, on oppose maintenant à... Une autre variation sur l'univers de Kikaider. Akai. Bon, notre petite cave. Voilà. Allez, c'est parti. On va un peu revenir 20 ans dans le passé pour cette Toku Cave, puisqu'on va vous parler de Akaider, de Keta Memiya. Donc, on va opposer... Je suis très content. Voilà, on a parlé de Kikaider, maintenant on va parler de son Némésis. I am Akaider, the one who destroys to bring justice. Roboman, Akaider. Le film est sorti aux États-Unis dans un coffret, donc la collection Keta Memiya. C'était aussi sorti en unitaire, donc c'est chez Tokyo Shock Media Blaster. Donc une copie déjà qui est quand même honnête, faut le dire. Pour un film sorti au début des années 2000, ça va quoi. Franchement, ça va, c'est fait. Enfin, en DVD, je veux dire, excusez-moi. Le DVD, voilà. Donc, il y a un super coffret au Japon, un coffret de la mort. Arrête de parler de tes voyages, arrête de parler de tes voyages. Un super coffret au Japon. Donc, rapidement pour parler de ce coffret, vu qu'on l'a dans les mains, il y a aussi donc Zeram 2, donc la suite de Zeram, et Moon Over Tao. Alors, Akaider, en fait, c'était le 3e film
de la fameuse trilogie des super-héros Fire, que Amemiya, à chaque fois, il réalisait tous les ans un film pour les festivals de films de super-héros de la Toei. Et donc là, après le succès de Kamen Rider ZO et de Kamen Rider J, la Toei se sont dit, bon, bah, on va te filer du fric, plein de fric, et tu vas nous faire un film sur l'univers de Kikaider. Sauf que Amemiya a dit, je ne vais pas faire un film sur Kikaider, je vais faire un film sur le méchant, sur Akaider. Il faut déjà quand même avoir une sacrée paire de baloches pour faire ça, mais surtout, il s'est dit, je vais carrément rebooter tout l'univers. C'est-à-dire, je vais faire un univers où les personnages de Kikaider n'existent pas, où le seul perso de l'univers qui existe, c'est Akaider. Donc l'histoire se déroule dans un futur post-apocalyptique, et des pilleurs de tombes voilà, sont à la recherche d'un trésor, et ils retrouvent, en lieu et place du trésor, le fameux Akaider enchaîné sur une espèce de trône. Voilà. Et donc Akaider est libéré, et donc il tombe dans cette espèce de ville, une ville futuriste qui s'appelle Jesus Town, donc une ville qui est menée d'une main de gant de fer dans une gant de velours par Gurdjieff, qui est une espèce de messie de pacotille. C'est une espèce de faux Jésus qui manipule, c'est un peu le Big Brother Ikemen, on va dire. C'est-à-dire, voilà, c'est un mec qui manipule les gens, qui est tout de blanc vêtu, qui a des cheveux longs, qui est tout beau, et il dit aux gens, voilà, les gens, c'est comme les fleurs, il faut savoir les manipuler, il faut savoir les prendre comme ça et les contrôler. Et il a un homme de main aussi robotique, qui s'appelle donc Michael, donc, qui est une référence à l'ange Michel, bien sûr, qui est aussi angélique, qui est une espèce de robot Emmanuel Valls, on va dire. De robot Emmanuel Valls, qui, voilà, et politique. Qui dirige donc des espèces de robots flics du futur qui tuent les gens, voilà. Et dans cette société apparemment idyllique, donc on a des poches de rébellion qui se créent. Et Akaider va rejoindre l'une des poches de rébellion, des groupes de rébellion. Ça, c'est le pitch, on va dire, global du film, mais c'est bien plus que ça, Akaider. Voilà. Il y a un truc que j'adore dans le film, c'est que le film soit en noir et blanc. Alors évidemment, on va me dire, mais non, le film est en couleur. Je m'explique. À chaque fois, vous avez du noir ou du blanc. Akaider, la rue, les punks, ont une dominance noire. Le Messie, Michael, les intérieurs, ont une dominance blanche. Oui, tu dis qu'il y a toujours ce rapport de contraste. Voilà, à chaque fois, le film est soit noir, soit blanc. Et c'est intéressant de voir que c'est opposé. Bien sûr. Les méchants sont en blanc, les héros sont en noir. Déjà, ce qui change la conception. Voilà. Un peu. Ce que j'aime, c'est Michael. Michael, c'est peut-être un des robots les plus badass qu'il était donné de voir dans le tokusatsu. C'est un peu un mélange entre Silva de Bioman et surtout Metalder. Physiquement, il ressemble beaucoup à Metalder. Même peut-être un peu... Voilà. Ironiquement, plus à Metalder qu'à Kikaider. Mais encore une fois, on revient toujours à cette idée d'héritage et tout. Amemiya, il a toujours utilisé la stop motion. Que ce soit dans Zeram, que ce soit dans Kamen Rider Zeto, il a toujours utilisé la stop motion. Bien sûr, mais... là, il s'est fait plaisir. Oui, donc, ok. Et j'avoue qu'effectivement, il a toujours eu un regard sur les réalisateurs américains. Et effectivement, moi aussi, j'ai un petit peu pensé à Robocop 1 avec le D209 et Robocop 2 avec le combat. Effectivement, ça m'a rappelé un petit peu ça. Tu m'avais parlé de Terminator aussi. Disons que pour moi, il y a l'aspect un peu Terminator dans le fait d'avoir un mec en noir, en cuir, avec une moto, donc effectivement, avec un fusil à pompe un peu, surtout comme dans Terminator 2. Ce qui est énorme, c'est que le personnage de la fille, le personnage de Kaoru, donc la petite punkette qui rêve de ce chevalier noir qui pourfend l'ange de la mort blanc dans ses rêves, c'est qu'elle a une vision d'un sauveur. C'est-à-dire qu'elle a déjà... C'est-à-dire qu'elle a un regard déjà mythologique sur le personnage d'Akaider. Et déjà ça, c'est la somme de tout ce qu'a fait Amemiya avant. Ouais, et ça annonce tout ce qu'il va faire après. Parce que le personnage de Kaoru, la fille dans Garo, elle s'appelle Kaoru. Et elle aussi, elle a cette fonction de chroniqueuse des exploits du héros. Sauf que dans Akaider, c'est plus l'oracle, puisqu'elle voit ce qui va se passer. Alors que dans Garo, elle rapporte
les exploits du héros avec le petit carnet, là, le petit bouquin d'illustration. Et c'est grâce à ce personnage-là, le personnage de la meuf, que Akaider va déclencher sa volonté, déclencher sa mission. Et c'est ça qui est important. Je trouve que c'est vachement dommage que ce ne soit pas plus exploité que ça dans le film. C'est quand même... Amemiya ne veut pas faire ça en dialogue, il veut te montrer ça avec des images fortes. Ouais, mais justement, le problème, c'est que justement, c'est trop symbolique. Là où ça peut surprendre sur Akaider, c'est qu'il ne te prend pas le héros, là, il te prend le méchant, il t'en fait un anti-héros. Pour moi, ça me rappelait un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, on faisait des comics Venom. Spider-Man, on transformait Venom en anti-héros. De toute façon, il faut dire un truc, je me répète, c'est que ce n'est pas un film dans l'univers d'Akaider. Et de Kikaider, pardon. Pour dire, là, dans celui-là, Akaider, il a une forme humaine, ce qui n'était pas le cas dans les autres versions. Et il décide d'en faire... toute l'origine est remaniée. On apprend qu'il y a un lien entre Akaider et Gersheff. Et je trouve que le regard mythologique sur ce personnage qu'a cette jeune fille dans cette époque où tout part en sucette, c'est vachement important parce que ça légitime la place d'Akaider dans ce monde-là. C'est ça que je trouve intéressant. Et il y a encore un autre truc qui est super important par rapport à ce personnage, c'est que c'est quand même un chevalier noir, censé représenter le mal, qui va pourfendre un messie de pacotille. C'est quand même un personnage qui est quand même censé être dictatorial dans l'univers de base, qui va prôner la liberté d'expression et de volonté propre. C'est ça qui je trouve quand même assez dingue. Et Amemiya, il a dû choquer tout le monde à l'époque en faisant ça. Tu parlais de Michael. Là où je suis d'accord avec toi sur le personnage de Michael, c'est que c'est un personnage qui a de la gueule, effectivement. Mais je trouve que ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est le valet de Gersheff. Et quand Gersheff parle de Akaider comme le premier modèle, le personnage qui aurait dû être à ses côtés, tu sens chez Michael un début de sentiment de frustration de ne pas être cet être unique qu'il voulait être. Et donc, à la fin, quand ils se battent tous les deux, pour Michael, il y a plus que la volonté de battre un adversaire, c'est la volonté aussi de montrer que le mec, il veut exister. Il dit, ok, toi Akaider, tu me saoules, tu me fais de l'ombre et je vais te buter. Et je trouve ça génial que le mec a une évolution vers une espèce tu vois, Michael est un bon perso. C'est un bon perso. C'est un bon perso. C'est plus ce qui va autour, moi, qui me gêne. Après, on aime ou on n'aime pas le film. Hein. Je sais que la symbolique peut paraître déplacée pour ce type de film, mais c'est une époque aussi où beaucoup de cinéastes japonais se posent la question de la symbolique des formes religieuses que tu regardes. Tu vois Mamoru Oshii dans Pat Labor, c'est pareil. Quand tu vois les Gamera de Kaneko, c'est pareil. On se pose cette question sur les motifs religieux dans une vision japonaise. Kaneko le fait mieux. Je trouve que Kaneko le fait mieux parce que c'est pas lui qui écrit. Là, Amemiya, il écrit, il coécrit et réalise, mais Kaneko le fait mieux parce que c'est le scénariste de Mamoru Oshii qui était sur les Gamera. Donc c'est pour ça. Mais moi, je trouve que justement, tout comme le Kikaider de 2014, c'est un film qui dépasse le tokusatsu. Rien que pour toutes ces thématiques-là, ça va au-delà. Ça va bien au-delà. Après, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à l'esthétique, effectivement, l'esthétique, on se croirait presque dans le film live de Ken le Survivant, tu vois. Mais je trouve que le fait de donner à Akaider cette qualité qu'on peut donner à des personnages comme Mad Max, comme Ken le Survivant, c'est-à-dire ce personnage mythologique dans un monde qui s'écroule, c'est extrêmement fort. Après, peut-être effectivement que c'était pas le meilleur personnage pour cet univers-là. Peut-être qu'un personnage comme Kikaider, le Kikaider de base, aurait peut-être été encore plus pertinent. Peut-être. Mais je pense que Amemiya avait besoin d'un chevalier noir. Parce qu'il ne fonctionne qu'avec les chevaliers noirs. Ou alors créer un nouveau Kamen Rider pour le futur. Un Kamen Rider futuriste. Mais je pense qu'ils avaient besoin d'un personnage fort, créé par Ishinomori, pour ce film-là. Après, le problème, encore une fois, c'est que c'est pas une origin story. Et le problème, c'est qu'on a besoin, nous, avec notre esprit d'occidental de base, mais c'est pas dans la conception de cette histoire-là. C'est comme si on me disait, ouais, il faut que Kamen Rider Zeto ait une origin story, tu vois. Mais Kamen Rider Zeto, justement, ça passait mieux. Enfin, je trouve que parce que c'est un tous les choix passaient mieux. Je veux dire, t'as pas de séquence de transformation, t'as pas d'origin story, même si c'est clairement évoqué au tout début. Je trouve que ça passait mieux. Là, parce que c'est un Kamen Rider et que tu sais que fondamentalement c'est un héros. Je sais pas, moi. Alors qu'Akaider, t'as besoin d'autre chose. Mais je comprends. Mais
je veux pas entendre dire que c'est un film creux. Tu vois, pour moi, T'as des choses. Il y a des choses. Il a signé une œuvre pour moi. Mais il aurait pu faire mieux. Oui, peut-être. Enfin, pour moi, je vois pas comment il aurait pu faire mieux, à moins d'avoir plus de fric et d'avoir développé l'univers, d'avoir proposé plus de visions apocalyptiques. Après, ça parle beaucoup. C'est un film très bavard. C'est très discursif, je suis d'accord. Il y a beaucoup de blabla, mais pour moi, pour toi non, mais pour moi, ça fonctionne. C'est une proposition différente et c'est une œuvre. Pour moi, il a fait une œuvre. Quoi qu'il en soit, donc on le répète, le film est disponible en DVD, qu'on trouve maintenant pour pas cher, chez Tokyo Shock Media Blaster, donc en collection ou en unitaire, c'est au choix. Oui. Ça coûte pas très cher. Voilà. Okay. La copie est très bonne. Ouais. Sur le DVD, il y a les deux versions. Ça, c'est cool. Parce que souvent, on avait tendance à exploiter un peu les films japonais comme de la sous-merde et à faire des éditions plus ou moins bancales. Là, il y a la version cinéma et la version Director's Cut. Donc c'est cool. Je me demande même s'il n'y a pas un making-of d'ailleurs dessus. Je sais plus. Il faudrait que je revoie le DVD, mais je crois qu'il y a peut-être un bonus en plus. Voilà. Donc maintenant, on continue sur le Dikotoku et on continue donc sur l'univers de Kikaider. Jordan, je te rends ton temps de parole. Merci. Donc en fait, on dit Kotoku, on voulait un peu vous parler de Yuki Hide, donc l'interprète quand même du générique de Kikaider. Quelqu'un peut-être qui est moins connu que d'autres personnes comme Ichiro Mizuki ou Masato Shimon, mais il fallait quand même en parler parce qu'il a quand même fait des choses assez intéressantes. C'est varié. Hein. Voilà. Donc il a fait à la fois du toku et de l'animé, et un de ses premiers animés justement, c'est Triton of the Sea, une adaptation d'un manga voilà, de Tezuka, et par la suite donc il va faire du tokusatsu, donc avec Kikaider, voilà, en 72. Il va également faire, et c'est peut-être ça qui va rester comme étant sa plus grande participation, puisqu'il va faire le générique de Supaidaman, opening et ending. Donc c'est un peu pour ça qu'on se souvient de lui. Il va également faire Inazuman Flash. Il va également faire des productions, enfin des séries de P-production, puisqu'on lui doit notamment Lyonmaru, Tiger 7 aussi, Tetsujin Tiger 7. Ouais, Tetsujin Tiger 7. C'est un tigre avec un costume. Voilà. Quand même, elle est balèze, franchement. Et il va également collaborer avec Tsuburaya, puisqu'on lui doit un des openings d'Ultraman Léo, et la série Star Wolf. C'est une série de SF de Tsuburaya. Exactement. Donc c'est lui qui avait fait ça. Et, vu qu'on parle de Space Opera, il a également fait le générique d'un animé de Space Opera. Viens, on voit là. Casse le suspense. Il a fait le générique de Captain Future, alias Captain Flamme chez nous. Je connais pas. Bah, tu connais pas. Okay. Donc voilà, quand même quelqu'un un peu important quand même. Bah ouais, un petit peu quand même. Il est malheureusement décédé en 1998. Il était né en 1940. Il est mort en 98. Un peu jeune, mais on tenait quand même à rendre un petit hommage à cet interprète qui a une voix quand même assez reconnaissable,
puisqu'il a, donc, comme on l'a dit, hein, il a fait Kick-Hider, Spider-Man, Inazuman Flash, enfin voilà, des œuvres quand même importantes. Le Kick-Hider est juste une grosse tuerie cosmique intergalactique, je veux pas dire, mais c'est génial. Ah, mais... je pense vraiment un des génériques les plus importants du Tokusatsu de manière générale. Tout à fait. Repris encore et encore. Donc, ça marque un peu la fin de cette émission. Donc on le répète, Kick-Hider Reboot, ça vient de sortir en DVD depuis le 3 mars. Godzilla aussi, depuis le 10 mars. En DVD Blu-ray pour le coup. Donc voilà, franchement ce film, voyez-le. Ouais, il vaut le coup, franchement il vaut le coup. Très nous on est fans honnête, en tout cas. Honnête, voilà. Noble. voilà. Un film noble. Voilà. Bah, écoutez, merci toujours pour votre fidélité, pour nous soutenir encore et encore. Sur la page Facebook, ça augmente toujours un tout petit peu. Il faudra qu'on vous fasse un spécial de Club Dorothée et remercier tout le monde à la fin d'un générique. Peut-être quand on sera au cartooniste, hein, vu qu'il y a des rumeurs qui disent peut-être Dorothée serait là. Bon. Écoute, on verra bien. Donc, toujours pareil, Tokuscope, c'est sur le site Cinefuzz, donc il y a la page Tokuscope sur Facebook, il y a le Twitter de Tokuscope, il y a la page YouTube de Cinefuzz, avec toutes les émissions. On a aussi une page Tipeee qui sert, on va dire, pour aider toutes les émissions de Cinefuzz, donc si vous voulez aider, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, merci encore pour tout. Mon cher Jordan, retour vers ta sélection musicale. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas posé la question. C'est vrai, à chaque fois on mettait une musique, mais jamais on zappait. Je crois que la dernière fois qu'on en a parlé... C'était peut-être en septembre, octobre. Non, c'était l'émission Cody où la dernière fois on a parlé de la musique. Effectivement. Donc en janvier quand même, première émission de janvier. C'était il y a 2 mois. Voilà. Donc qu'est-ce que tu nous as choisi Je me suis dit, on va rester un peu sur ce Kick-Hider et un peu de générique, puisque je vous propose la version 2014 du générique de Kick-Hider. Donc voilà, c'est cadeau et franchement c'est vraiment génial. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et transmutez-vous.バンドーラが地球の侵略を開始した。それを迎え撃つ伝説の戦士たち、ティラノレンジャーゲキ、マンモスレンジャーゴーシュ、トリケラレンジャーダン、タイガーレンジャーボーイ、ステラレンジャーメイ、地球の平和を守る5人のスーパー戦士。新番組恐竜戦隊10レンジャー、お楽しみに。